Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette webconférence organisée par le BG. Pour démarrer cette matinée ensemble, j'ai le plaisir d'être aux côtés d'Hélène Lefebvre d'Accenture. Et pour me présenter rapidement, je suis Yohan Benwalid, vice-président en charge du développement d'Akeneo. Et on souhaitait aujourd'hui vous proposer d'échanger autour de l'expérience produit et de ce qu'attendent les consommateurs de nous, marques et distributeurs, pour pouvoir avoir une expérience produit optimisée. Alors peut-être pour démarrer, on va peut-être se présenter rapidement avec Hélène. Donc moi j'ai eu déjà l'occasion de me présenter à vous, et Hélène, ravi de t'avoir à mes côtés pour ce webinaire. Bonjour à tous, donc je suis Hélène Lefebvre, je travaille chez Accenture Consulting, je suis senior manager avec comme spécialisation l'e-commerce, les marketplaces et toute l'expérience produit, en particulier sur la mise en place de projets PIM. Et donc moi, avec Yohan régulièrement. voilà, et donc moi, Yohan Benwalid, je suis chez Akeneo, et donc nous sommes éditeurs de logiciels de gestion de l'expérience produit. Et c'est vrai que quand on a regardé finalement, il y a à peu près un an avec Hélène, les grosses questions qu'on se posait étaient de comprendre finalement quelles sont les attentes des consommateurs. On passe beaucoup de temps aux côtés des marques, aux côtés des équipes, aux côtés des distributeurs, à créer des expériences clients, des contenus, des descriptions de produits qui sont toujours plus engageantes, aller chercher des avis clients ou du contenu généré par les utilisateurs. Et finalement, quel est l'impact de ces données du point de vue du consommateur? Si on demande au consommateur, quand il cherche un produit, quand il compare un produit ou quand il l'achète, qu'est-ce qu'il attend en termes de contenu? Qu'est-ce qui résonne pour lui? Et c'est vraiment ce qu'on avait voulu mener au travers de cette étude, dont on vous présentera le cadre. Mais cette année, avec l'évolution, la crise sanitaire, le Covid, évidemment, on s'est amené aussi à voir quels ont été les enseignements et les pratiques que les marques ont mises en place au travers de cette année, qui sont liés en fait à ces enseignements sur le product content. Donc, voilà, ravi de vous retrouver et de pouvoir vous présenter ces éléments. Et surtout, n'hésitez pas à interagir dans le chat, à nous poser des questions, à nous interpeller. C'est que ce soit le plus interactif possible et enrichissant. Alors, peut-être pour démarrer, la question qu'on a envie de vous poser, qui est souvent un peu comme disent les Américains, la $1 million question, c'est: est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus pour avoir une expérience produit à la hauteur? Alors, on vous donnera les résultats de l'enquête dans cette matinée, mais c'est intéressant de voir de votre point de vue, est-ce que finalement le consommateur, c'est le prix, le prix, le prix et le prix qui joue, ou est-ce que l'information produit aide à finalement ne pas se battre que sur le prix? Donc là, on vous laisse répondre à cette question. On est très intéressé à voir un peu ce petit sondage entre vous et les résultats. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de répondre et d'envoyer sa réponse à l'écran pour qu'on puisse voir un peu votre point de vue, sachant que vous aurez la réponse à la fin de ce que nous ont dit les consommateurs sur cette question. Je ne sais pas, Farah, si on est... Petite seconde. Voilà, merci de participer à l'enquête. Et donc, 63% pensent que le consommateur est prêt à payer plus pour une expérience produit à la hauteur. Bon, c'est déjà une bonne part d'entre vous est convaincu, c'est intéressant. 56, 56. Et je pense qu'il y a quelques tactiques qu'on partagera aujourd'hui qui permettront peut-être d'aller encore plus loin. Merci à vous en tout cas pour ces éléments. Et peut-être pour revenir sur le cadre de l'enquête, peut-être Hélène, je te laisse dire quelques mots sur la méthodologie qu'on a eue pour cette étude. Tout à fait. Alors, c'est une étude qu'on a menée en janvier 2020 sur un échantillon de 1000 consommateurs français avec OpinionWay. Et l'objectif, c'était vraiment de comprendre quelles sont les attentes des consommateurs sur le contenu produit, quel que soit le canal, donc aussi bien digital que réseau physique. Et en particulier, comment est-ce que l'infoproduit vient impacter la décision d'achat. Alors, on a un petit peu centré l'étude sur des produits de marque hors commodité, mais toute industrie, sur les questions portées sur les 6 derniers mois. L'objectif, c'était vraiment de se dire,
on travaille au quotidien sur l'expérience utilisateur et sur l'expérience autour du produit. Et finalement, c'est qu'en disent les clients et est-ce que nos convictions sont bien backées par la vision que les consommateurs en ont. Du coup, pour aujourd'hui, on a fait un focus sur 3 axes. Le premier, c'est l'impact du contenu produit pour les consommateurs. Le deuxième, qui nous paraissait important, parce que c'est aussi des convictions personnelles qu'on peut avoir, c'est l'impact des valeurs de marque et comment ça s'inscrit dans les décisions d'achat. Et puis, un troisième point sur l'expérience produit à travers l'ensemble des canaux, aussi bien physiques que digitaux. Et aujourd'hui, on va focaliser plutôt sur les marketplaces et le magasin, parce que sinon, il faudrait quelques heures de plus pour tout exposer. Et alors, sur cette première partie, en fait, la première question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce que l'achat est influencé par le contenu produit et quels sont l'impact finalement dans le processus d'achat d'un manque d'information ou d'une mauvaise information produit. Et donc, du coup, la donnée produit est clé dans le processus d'achat. 8 consommateurs sur 10 ont abandonné un achat en raison d'un manque d'information sur le produit, c'est-à-dire une information produit incomplète qui n'a pas permis de pouvoir être confiant que ce produit correspondait à ce qu'on recherche. Ce qui est plus dommageable pour vous, marque ou distributeur, dans ce cas-là, c'est qu'un tiers d'entre eux sont allés acheter le produit chez un concurrent et un quart, finalement, n'ont rien acheté au total. C'est-à-dire, je cherche quelque chose, je ne le trouve pas et du coup, j'ai finalement rien acheté. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi, je pense que le BG est en train de partager le e-book qui regroupe l'ensemble des données. Si vous voulez le télécharger, il est disponible ici. Mais ce qui est intéressant, c'est en tout cas le fait de ne pas assez travailler l'information produit, c'est parfois de générer du trafic ou de l'attente sur un produit, mais qui va plutôt être acheté par un concurrent, voire par personne. Et c'est là où, du coup, les efforts que l'on fait ont un impact sur notre… générer du trafic qui ne génère pas après d'achat est toujours une frustration. Et surtout, enfin, ces chiffres, j'ai envie de dire, ils justifient un peu nos activités. C'est-à-dire que si jamais vous avez besoin d'expliquer pourquoi est-ce que travailler l'information produit est importante, je pense que c'est assez clair. C'est que quand on ne le fait pas, on perd 80% des ventes. On le fait soit en faveur d'un concurrent, donc ça, vous pouvez remercier vos concurrents pour leurs efforts, puisque leurs efforts vous apportent à vous des ventes, mais surtout, il y a quand même 25% qui se terminent par pas d'achat. Et ça veut dire que le consommateur préfère ne rien faire. Et là-dessus, c'est tout le marché qui en pâtit. Ouais. Et alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi au sein de cette information produit quelle est un peu la hiérarchie ou l'ordre de priorité que les consommateurs recherchent, soit au début de leur recherche, soit au moment où ils sont plus avancés dans leur recherche. Et donc, du coup, la donnée technique ressort comme la première donnée qu'on va chercher. Donc, on va chercher un produit, on va vouloir rentrer dans sa description ces informations techniques, est-ce qu'ils correspondent aux spécifications que je vais rechercher. Et puis après, je vais aller regarder sa description plus en détail. Et plus on avance dans le process d'achat, plus on va voir que le fait de pouvoir comparer un produit, voir les conditions commerciales, les conditions de livraison, le service autour du produit sont importants. Ou quand on est en phase de choix, c'est la comparaison ou les tests qui ressortent. Donc, ce sont des… Et sur les informations techniques, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est que tous les produits ont des informations techniques. Dans les exemples que j'aime bien, c'est dans les spiritueux de qualité. On a des clients qui sont extrêmement informés de la façon dont sont fabriqués les produits et qui vont vouloir connaître tous les détails de tout le processus de fabrication. Ça va du type de cuve utilisé pendant la distillation au type de fût
pour le vieillissement. Et ça s'applique absolument partout. Donc c'est avoir un bête descriptif ne suffit plus au consommateur qui aujourd'hui est un expert, c'est un geek du produit en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir de ces éléments-là, quelles sont les tactiques que vous pouvez ressortir, quelles sont un peu les étapes pour réussir votre hiérarchisation de l'information produit pour avoir une expérience idéale. Et donc, ce qu'on a voulu vous partager avec Hélène, c'est un peu ces étapes. Quand on regarde finalement dans une stratégie de développement de l'expérience produit, quelles sont un petit peu les étapes, des données, les must-have à celles qui vont faire le plus la différence pour pouvoir réussir. Et c'est vrai qu'au début, il y a la donnée technique. La donnée technique qui permet très souvent, c'est un devoir, c'est 66% des recherches démarrent par là. Et c'est la donnée qu'on va regarder en premier. Et c'est, si on prend l'exemple d'un canapé, là, je suis chez made.com, bah, ça va être de pouvoir voir est-ce qu'il a la bonne taille, quelle est la matière, quelles sont les couleurs, quel est son poids, quel est le type d'assise qu'il va proposer. Donc là, on est vraiment dans la donnée un peu technique de description. Si on est dans un produit high-tech, ça va être la taille d'un écran, le type de résolution, une machine à laver. Vous voyez un peu où je veux en venir. Ce sont ces données techniques, c'est un must. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir un maximum d'informations utiles et de descriptions, mais aussi de pouvoir voilà, avoir une expérience où on va pouvoir trouver les différentes couleurs, matières, variations pour rapidement naviguer sur le produit. La deuxième étape, c'est d'avoir des données qui vont permettre de voir est-ce que ce produit correspond à mon usage, est-ce qu'il correspond finalement à l'ambiance, à l'usage, à l'utilisation que je vais avoir du produit ou à l'atmosphère que je veux créer. Donc, si on est dans la déco, est-ce que ce canapé est plutôt esprit vintage? Est-ce qu'il est plutôt design futuriste? Enfin, chaque marque va créer en tout cas ces axes. Est-ce qu'il correspond en fait à l'ambiance que je veux créer chez moi avec des descriptions, de l'éditorial ou alors des images plus précises qui permettent de voir le produit dans son contexte et dans son ambiance. Et c'est là où la navigation est aussi importante pour qu'on puisse retrouver finalement là-dessus les éléments qui vont aider le consommateur à retrouver en fait voilà, dans son menu ce qu'il va vouloir rechercher pour pouvoir vérifier que ce produit correspond à l'usage et l'ambiance qu'il veut créer. Dans une troisième étape, c'est est-ce que ce produit est celui dont j'ai besoin par rapport à la shortlist que je vais avoir, et c'est là où les retours d'expérience, les avis ou les avis utilisateurs ou alors l'éditorial qui est fait parfois avec des journalistes ou des experts dans un domaine aident finalement à voir bah oui, c'est bien le produit dont j'ai besoin, potentiellement pouvoir échanger avec d'autres consommateurs qui l'ont utilisé ou avec la marque, plus précisément dans ce cadre-là, pour avoir cette composante de conseil. Et puis, dans un troisième niveau, là, c'est une attente de plus en plus forte des consommateurs, c'est quelle est l'expérience que je veux avoir. Je pense que ce produit est le mien, mais je veux vraiment là-dessus aller au bout de ma démarche. C'est le produit que je veux. J'ai dépassé le cadre où c'est le produit qui me plaît ou dont j'ai besoin. Et là, typiquement, amener de l'expérience utile pour le consommateur. Donc, dans l'exemple de la déco, pouvoir voir un produit en réalité virtuelle. On est dans son salon, on prend une photo de son salon, on a notre canapé, on va pouvoir changer peut-être la couleur ou la taille pour voir finalement qu'est-ce que ça donne en rendu chez nous, dans notre environnement, pour pouvoir du coup se projeter et savoir que c'est le produit que l'on veut. Alors, c'est un exemple avec la réalité augmentée, mais c'est vrai qu'un autre exemple d'expérience qu'on a pu voir qui s'est accéléré avec la crise sanitaire, c'était aussi le fait de pouvoir avoir des rendez-vous avec les équipes des magasins ou des digital showroom appointments. Donc, là, c'est un conseiller qui va prendre rendez-vous avec vous, qui va vous aider en visio à voir votre salon, le produit qui va, vous aider à trouver le bon produit, ou alors organiser aussi une visite privée en showroom quand on est limité en nombre de personnes qu'on peut accueillir. Donc, c'est intéressant de voir voilà, en termes d'expérience aussi comment aider à
à créer ce lien entre le consommateur et le produit et d'avoir la donnée technique, la donnée de description et d'usage, les composants de conseil et l'expérience qui permettent vraiment d'aller le plus loin possible dans cette chaîne de valeur de l'information produit. Et c'est vrai que si on regarde l'exemple de Made, j'ai repris une des citations de Laurent Spearman, leur Head of Brand and Advocacy, c'est vraiment leur objectif, c'est de créer des relations avec les consommateurs qui deviennent naturelles, humaines, pour que ça devienne des ambassadeurs de la marque et qu'ils puissent vraiment partager leur expérience et que cette expérience soit aussi permet de créer une communauté de consommateurs engagés avec la marque. Donc, je pense que c'est beaucoup ce que chacun d'entre nous cherche à faire. Et donc, cette chaîne de valeur de l'information produit, elle est importante pour pouvoir aider le consommateur à chercher, à comparer, à trouver, puis à acheter le produit et à le faire savoir, bien évidemment, derrière, en ayant une expérience optimisée. Donc, cette première partie, c'était vraiment pour vous partager les différentes étapes de l'information produit. Mais ce qui nous a aussi beaucoup marqué avec Hélène, c'était que si l'expérience était importante, les valeurs l'étaient tout autant. Et donc, comment faire connaître ces valeurs de sa marque, pourquoi c'est important pour les consommateurs et dans l'information produit qu'ils vont rechercher. Et comment ça fait partie des composantes de faire de la marque une love brand aussi, hein. Ouais. Juste en préambule, ça c'est sorti d'une autre étude Accenture, mais on a pensé que ce serait intéressant de vous le partager. Avec le Covid, il y a différents profils de consommateurs qui se dégagent. Donc là, on a fait un extract de 3 d'entre eux, où en fait, on a quand même 55% des consommateurs qui, dans leur façon de consommer, ont des attentes de plus en plus fortes autour de, évidemment, la santé de l'économie, leur santé à eux, avec des attentes sur la façon dont ils sont accueillis dans les magasins. Et puis, une partie qui s'est complètement réinventée et qui est venue un peu enrichir ce pool de consommateurs qui fait des choix très forts en termes de local et d'achat durable. Donc tout ça mis ensemble, ça fait quand même 55% des consommateurs, ce qui est assez énorme. Et c'est là où les valeurs de marque sont importantes. Et pour moi, ça vient renforcer donc, ce qu'on leur avait demandé en janvier. En janvier, on leur avait posé la question de si les valeurs de marque avaient de l'impact pour eux et quel type de valeur était un critère de décision dans leurs achats. On a dans les résultats quelque chose d'assez fortement dessiné, en fait, puisqu'on a les trois premiers axes qui ont été remontés par les consommateurs sont vraiment liés aux produits en eux-mêmes. Donc, l'origine des produits, les labels et certificats auxquels le produit répond et l'empreinte écologique de ces produits. Avec dans les réponses une tendance très forte de façon générale sur l'ensemble de la population, mais aussi en particulier sur les moins de 35 ans. Donc, non seulement vos consommateurs les plus âgés, si je puis dire, même si 35 ans, c'est pas très vieux, ont une attente, mais les plus jeunes en ont une encore plus forte. Et ces informations-là, ils doivent les retrouver sur l'ensemble des canaux qu'ils vont utiliser dans leur décision d'achat. C'est pas uniquement sur le site de la marque qu'ils doivent pouvoir retrouver ça. Alors, je vois la question sur le chat. Oui, 100% des répondants étaient français. Et donc, honnêtement, on a été assez surpris, pas par les tendances, mais plutôt par les volumes de réponses, puisque tous les répondants se sont positionnés sur cette question. On a en deuxième niveau des attentes qui sont plutôt rattachées à la marque en elle-même. Donc, l'histoire du produit et de la marque, la démarche de la marque en termes de commerce équitable, son
son positionnement éthique, sa responsabilité sociale. Et sur le résidu, c'est le animal welfare. Et donc ça veut dire que non seulement le produit doit répondre à des critères, mais aussi la marque. Donc c'est vraiment, quand on parle de créer une love brand, c'est vraiment à ces deux niveaux-là qui sont complémentaires et pour lesquels le catalogue doit être un vecteur de communication de ce positionnement-là. Ouais. Et ce qui est intéressant, pour rebondir là-dessus, c'est que, aussi par rapport aux questions dans le chat, c'était les informations qu'on va regarder en premier sur un produit, ou alors les informations qu'on regarde au travers des prochaines étapes qu'on va avoir sur un produit. Donc, c'est pas forcément la première info qu'on va rechercher, mais quand on va vouloir choisir un produit ou comparer ou se décider, c'est une information qui est de plus en plus importante, et encore plus sur les moins de 35 ans. Et ce qui est intéressant, c'est si on prend des exemples on a voulu avec Hélène, au-delà de vous partager des chiffres, c'est aussi des exemples de marques qui nous ont interpellés et surpris. Alors moi, j'ai pris l'exemple de Smallable, qui est une marque française qui s'est beaucoup développée aussi à l'international. Donc, c'est une digital native brand fondée par Cécile Roeder, qui en fait était née dans le concept des enfants et qui s'est élargi autour de la mode, de la beauté et de la déco. Et ils ont lancé en fait une boutique Greenable by Smallable. Alors, si j'essaie vraiment de retranscrire la façon dont moi ça m'a interpellé, c'est que c'est vraiment des produits qui ont été sélectionnés pour leur qualité environnementale, les fabricants qui étaient soucieux de l'environnement, donc qui travaillent sur des matières recyclées, qui vont choisir de créer des vêtements avec des cotons bio, des cosmétiques naturels qui viennent de commerce de matières premières durables, équitables. Donc c'est vraiment un choix qui a été fait d'aller chercher finalement des produits qui sont issus de ce cadre-là, et de l'expliquer et de le raconter en décrivant les produits dans ce cadre-là. Donc c'est vrai que quand on est dans le choix de prendre des produits qui partent de teinture végétale, ça devient un argument aussi pour les personnes qui sont sensibles à ces caractéristiques, et ça permet après de raconter, si on arrive à raconter l'histoire et à présenter les produits en mettant ces éléments, ça permet de pouvoir du coup mettre en avant ces composantes-là. Et alors c'est vrai que comme le disait Hélène par rapport à la question qui est dans le chat, on était parti sur des produits qui ne sont pas des produits de grande consommation, mais des produits qui sont des achats on va dire, de plus de 50 €, qui sont des produits. Pardon, vas-y Hélène. Ouais, j'étais en train de répondre en fait. Donc c'est des produits de plus de 80 € qu'on a mis. Avec dans les typologies, alors on avait des questions au démarrage du questionnaire sur les achats qui ont été faits sur les différents secteurs par les répondants, et c'est hors alimentaire et hors voyage, parce qu'on a considéré que le voyage était une démarche très particulière. Et est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Et plutôt hors service, voilà, juste pour essayer de les produits, on va dire, manufacturés qui ne sont pas des produits de fast moving alimentaire. Voilà. Et donc du coup, et c'était un questionnaire auto-administré, pour répondre aussi aux questions en live à vos côtés. Voilà, donc l'exemple de. Et donc l'exemple de Smallable, en tout cas, qui est intéressant dans leur approche Greenable, quand on voit que 70% des consommateurs sont attachés à l'écologie pour les moins de 35 ans, 68% pour le reste de la population, et que l'histoire des produits de la marque ou le commerce équitable était pour 34 et 26% important, c'est un exemple qu'on voulait vous partager. Autre exemple qu'on a pu voir, c'est des marques qui ont changé finalement des produits du fait des notes qui étaient sur Yuka. Peut-être Hélène, je te laisse en dire quelques mots. Oui, alors du coup, l'exemple est pour le coup sur de l'alimentaire, mais on trouvait que l'illustration était intéressante. C'est que Intermarché, c'est pas la seule enseigne à l'avoir fait, a lancé, alors c'est il y a 1 an et demi, je crois maintenant, la revue des recettes de plus de 900 produits. C'est énorme comme volumétrie.
Et l'objectif, c'était d'avoir des meilleurs scores sur Yuka. Alors ça, c'était l'approche assumée, mais on commence à le voir dans les publicités. Tout ce qui est Nutri-Score, Score Yuka, etc., est en train de transformer, alors pas la distribution, mais vraiment la conception des produits, parce que c'est une attente des consommateurs. Parce qu'un consommateur, il va vérifier le score du produit sur Yuka, le pourquoi est-ce que le score n'est pas très bon. C'est sûr que j'achète du beurre, c'est normal qu'il ne soit pas hyper bien noté, mais c'est en train de s'ancrer dans les usages, et je pense que cette tendance, on n'en est qu'au début en fait. On n'en est qu'au début et c'est en train de se généraliser, quel que soit le niveau de gamme dont on parle. Ouais, et donc du coup, de pouvoir avoir finalement on verra après l'importance des labels et des organismes de créer ses propres indicateurs pour pouvoir le mettre en avant. Un autre exemple qu'on voulait partager, c'est l'exemple de Food Cherry, qui fait partie du groupe Sodexo, qui vous sert des petits plats si vous avez des réunions de travail ou si vous voulez en famille à la maison. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment pris un axe fort lié en fait à l'environnement et le souci de la planète. Et le Nutri-Score, donc 91% de leurs plats ont un Nutri-Score A ou B. Donc si vous allez sur leur site, c'est quelque chose qui est mis en avant dès le départ, et après qu'on retrouve en fait dans chacune des recettes comme quasiment un des premiers éléments de description du produit. Et puis ils ont aussi communiqué finalement sur leurs choix, et des choix qui sont forts, hein, qui pouvaient être impactants dans leur business, et de retirer 3 produits de leur carte, le bœuf, l'avocat et le cabillaud. L'infographie parle d'elle-même si vous la voyez à l'écran, mais c'est un bœuf émet 6 tonnes de CO2, c'est l'équivalent d'un tour du monde en avion. Moi, c'est vrai que ça m'avait interpellé. Pour le coup, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas devenu, mais ça m'a interpellé en tout cas, et j'ai trouvé l'axe de communication et l'évolution finalement de leur carte et de la description de leurs produits complètement aligné avec cette tendance, donc assez intéressante à mettre en avant, en tout cas par rapport au choix de stratégie, au choix de construction des produits et d'histoire des produits, mais aussi à la pédagogie qui a été accompagnée à côté, qui du coup était assez bien intégrée dans l'ensemble. Un autre exemple, alors pas sur de l'alimentaire celui-là, c'est PeopleTree qui est une plateforme qui vend du prêt-à-porter, où là ils ont des typologies j'ai envie de dire de labels qui sont assez variés, et où la façon de communiquer est peut-être un peu plus subtile que la campagne qu'a lancée Food Cherry sur le retrait des ingrédients. Mais je trouve que c'est intéressant parce que sur PeopleTree, il y a beaucoup d'éducation aussi sur ce que sont les labels. C'est-à-dire que les labels, il y en a plein. On a beau faire des efforts de s'auto-éduquer et de comprendre de quoi on parle. Alors on en a mis quelques-uns sur la gauche, mais très sincèrement, entre les 2 labels Fairtrade qu'on voit là, moi, en tant que consommateur, je ne sais pas nécessairement faire la différence. Et du coup, ça fait partie du catalogue dans sa vision enrichie que de pouvoir expliquer ce qui se cache derrière les labels, ce que ça veut dire, ce que ça implique. C'est de jouer la carte de la transparence. Sur PeopleTree, il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués au bout du monde. Mais c'est expliqué de façon très claire et avec des gages de qualité sur la façon dont le business est mené, même si on n'est pas sur le local. Et ça, je trouve que c'est important, et ça l'est de plus en plus, que ce soit directement porté dans le catalogue produit, parce qu'on va le voir après, les canaux de communication et de distribution ne font que s'élargir, et si ce n'est pas directement porté par le catalogue, c'est compliqué de retransmettre ce message sur l'ensemble des touchpoints que vous allez avoir avec vos clients dans leur process de décision, alors même que ces valeurs de marque sont importantes pour eux et sont un critère de choix.
Ouais, donc, ce qui est intéressant, j'espère, dans ce qu'on vous partage, c'est vraiment de voir que l'information produit, elle est clé. La description, l'usage, l'expérience, le conseil, l'expérience et les valeurs. Mais la question qu'on s'est aussi posée, c'est comment aujourd'hui c'est perçu par les consommateurs au travers des différents canaux et comment j'arrive finalement à diffuser cette information produit dans son contexte. Et donc, du coup, on a une question aussi pour vous, qui est en fait, d'après vous, d'un canal à l'autre, comment est perçue l'information? Est-ce qu'elle est perçue contradictoire ou pas et dans quel pourcentage? Est-ce que cette information est contradictoire à plus 75% d'après les consommateurs, entre 50 et 75%, 25 à 50 ou 0 à 25? Peut-être vous laisser quelques instants pour répondre, mais de voir est-ce que le consommateur perçoit une contradiction entre les canaux et dans quel ordre de grandeur? Je l'aime bien celle-là. Je pense que c'est. Alors, peut-être voilà, laisser quelques instants pour répondre et voir, avant de vous divulguer les résultats, la perception des consommateurs par rapport à celle que nous, on peut avoir en tant que équipe marketing ou commerce de l'entreprise. Merci d'avoir participé. Et donc, du coup, on est plutôt entre 50 et 75% des personnes interrogées. Attends. Il faut que tu descendes dans l'écran, Johan. Donc, Oui, on a 15% qui disent que c'est contradictoire entre 25 et 50%, 27 entre 50 et 75, et 8%, donc 2 personnes, à plus de 75. Johan, t'as répondu ou pas, Johan? Moi, j'ai non, pas répondu. moi, j'ai pas répondu. Non, je connais les réponses, donc j'ai pas triché. Mais du coup, voilà, on voit que c'est entre 50 et 75 qui est ressorti, en tout cas un peu en médiane. Et du coup, on va vous donner en tout cas le point de vue des consommateurs dans l'enquête. Et donc, en fait, 76% des consommateurs trouvent que l'information entre les différents canaux peut être contradictoire. Donc, c'est qu'ils ont vécu des expériences où ils retrouvaient une information produit peut-être sur un site de marque, sur une marketplace ou en magasin et sur Internet qui était contradictoire. Ce qui est intéressant, Justine, pour aussi partager, 84% trouvent que l'information produit est bonne, donc il y a de plus en plus d'informations et ils reconnaissent qu'il y a notre travail à avoir toujours plus de descriptions, toujours plus d'attributs, toujours plus d'images ou de vidéos qui aident à connaître le produit, mais parfois un enjeu de contradiction entre les canaux qui est souvent remarqué. Et en complément, alors parce que moi je trouve ça très amusant que les deux chiffres soient aussi contradictoires. Dans les questions, on en avait une autre, enfin on avait un autre élément, c'est que seulement 7% ont répondu que l'information, elle était très bonne. Ça veut dire que je pense que le marché a atteint un niveau minimum qui est perçu par les consommateurs, mais que cette petite dernière marche à passer, elle est pas forcément passée par tant d'acteurs que ça, et clairement pas sur l'ensemble des canaux. Donc je veux dire, on travaille pas mal, mais on peut encore aller beaucoup plus loin pour les consommateurs. Ouais. Et en effet, c'est l'information produit ou le prix qui peut être contradictoire. Enfin, je pense que là-dessus, je ne crois pas que de mémoire, on avait distingué ces éléments-là. Et donc, il y a aussi peut-être un facteur important d'expérience, de contrôle de l'expérience sur les différents canaux. Pour rebondir sur la question dans le chat. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement quelles sont un peu les différentes étapes qu'on peut voir, Hélène, si on décrit ce parcours client, parce que c'est toujours compliqué de se mettre dans la peau du consommateur, mais finalement de voir aussi les canaux qui ont le plus bousculé peut-être aussi les stratégies des marques. Ouais, alors déjà, le parcours client, alors on le sait, il est versatile et j'allais dire, il est omnicanal avant même que les marketeurs inventent l'omnicanalité. On a posé beaucoup de questions sur quelles actions ont été faites à quel endroit dans le processus de décision. Donc autant sur la découverte, souvent c'est plutôt les distributeurs, les généralistes, le multimarque
qui est utilisé en priorité. On a les marketplaces, on va en reparler, qui prennent de plus en plus de place dans le parcours. On a évidemment les réseaux sociaux, mais on a aussi l'entourage et les vendeurs, où là, quand il s'agit de chercher du conseil, finalement, il n'y a que l'humain qui sache vraiment prendre ce rôle-là, malgré tous les outils qu'on peut inventer. Et finalement, dans tout ce parcours de décision, on a les réseaux sociaux qui sont un peu la glue entre les différents canaux et qui viennent faire un peu de découverte et aussi aider le client à se projeter dans son achat. Si on fait un focus plutôt sur les marketplaces, alors ça, c'était en janvier dernier, donc c'était avant la crise du Covid. On a 55% des répondants qui ont déclaré utiliser plus les marketplaces qu'il y a 3 ans. Et l'autre canal qui se démarquait, c'était les sites de marque, avec 35% des répondants qui déclaraient y avoir beaucoup plus recours. Ça, c'est intéressant parce que quelque part, c'est assez antagoniste, puisque entre un site de marque et une marketplace, je ne suis pas du tout dans la même expérience, je ne suis pas du tout dans la même approche, je ne suis souvent pas dans les mêmes tarifs, mais ça montre bien l'évolution du rapport que les consommateurs peuvent avoir aux différents canaux, et avec évidemment une utilisation des marketplaces aussi beaucoup pour la comparabilité des produits en multimarque, puisqu'ils ont accès à un catalogue extrêmement riche. Et donc, c'est vrai que ce qui était assez marquant, en tout cas, c'est que les consommateurs vont de plus en plus sur les sites des marques, alors qu'avant, ils avaient peut-être davantage chez les distributeurs spécialisés ou les distributeurs généralistes. Donc ça, c'était un des points qui nous avait été remarqué. Alors, c'est lié aussi à beaucoup de marques qui ont lancé des stratégies aussi un peu plus direct to consumer, leur propre site e-commerce ou leur propre canaux de distribution, alors qu'avant, ils étaient plutôt dans une distribution indirecte. Ouais. Donc ça a amené à finalement avoir beaucoup plus de contenu produit sur lequel la marque prend le pouvoir par rapport aux distributeurs. Sur les sites de marque, je pense que, et je suis totalement d'accord avec toi, Johan, c'est que les marques ont fait beaucoup d'efforts sur leur site de marque, et aussi pour celles qui n'étaient pas encore beaucoup orientées e-commerce, ont développé tous les services autour de l'e-commerce. Il y a aussi ce rapport aux valeurs de marque, c'est-à-dire que si je souhaite consommer mieux, je sais aussi que un moyen d'intermédiaire, plus les revenus vont aux fabricants et donc à la fabrication. Ça, c'est important aussi. Et puis, les marques, dans leur stratégie de D2C ou dans leur stratégie de communication sur l'ensemble des canaux avec le partage des valeurs de marque, ils améliorent la relation avec la marque. On en revient sur la love brand, hein, c'est ma marque, elle a de plus en plus de force, elle a de plus en plus de poids. Mes consommateurs, du coup, résonnent de plus en plus à la marque et du coup, vont aller plus souvent directement chez moi plutôt que d'aller chez mes distributeurs. Et donc, du coup, voilà, donc, l'essor des sites de marque, en tout cas, et si le consommateur avant pouvait aller, il a beaucoup d'espace où il peut trouver de l'information, le fait d'aller à la source du créateur du produit, d'aller le plus proche de celui qui est à l'origine du produit, et en tout cas aussi une tendance où le contrôle de la donnée produit par la marque est hyper important, plutôt qu'être aujourd'hui plutôt côté des distributeurs qui peuvent, après, avoir des stratégies différentes sur les produits. Ce qui était intéressant de voir, après, c'est aussi dans cette évolution de marketplace, plusieurs tendances qu'on a pu voir. C'est ça, quand on pense marketplace, on pense à Amazon ou aux grandes marketplaces qu'on a dans chacun des marchés, Cdiscount, La Redoute.
et ainsi de suite, mais de voir finalement l'essor de distributeurs brick and mortar en tant que marketplace qui a été important, ou de nouveaux types de marketplace. Donc, peut-être Hélène te parlé de la grande distribution et pendant le Covid qui a évolué. Oui, quand on parle de marketplace, il y a deux axes, hein. Il y a vraiment, je suis un opérateur de marketplace, donc là, on va avoir des complexités autour de la capacité à accueillir une donnée produit tierce, tout en maintenant le niveau de mon expérience client et sa qualité et mon identité de marque en tant qu'opérateur. Dans les actions qui ont été faites là cet automne, c'est l'ouverture par Intermarché de sa marketplace au petit commerce qui permet au commerce dit non essentiel, et on pense évidemment aux libraires, de continuer à avoir une possibilité de vendre, même si ça ne fait pas une boutique en centre-ville. Ils l'ont fait de façon gratuite pendant tout le confinement. Ça les ancre en tant qu'opérateurs, ça les ancre dans leur positionnement très local, de proximité. Intermarché, c'est un Intermarché tous les 17 km en France. C'est un maillage extrêmement fort. Et donc là, on a des problématiques plutôt de comment est-ce que j'accueille de la donnée tierce, comment est-ce que j'arrive à la mettre à mon niveau d'attente, à la mettre dans mon expérience client, ce qui n'est pas toujours simple. Et ce, d'autant plus quand j'ai des petits acteurs ou des petits commerces, ils sont pas forcément, ils sont experts de leurs produits, mais ils sont pas forcément experts de ce que c'est qu'un catalogue produit digital. Donc c'est un challenge assez fort, avec des problématiques de volumétrie aussi, sur lesquelles on travaille chez nos clients marketplace. Un deuxième cas qui est un peu différent, mais qui est un peu dans la continuité de cet état d'esprit, c'est Let's Shop. Alors Let's Shop, c'est le site créé par le Luxembourg, qui est une marketplace qui a quelques années maintenant. Ils ont partagé les chiffres de l'impact du Covid sur l'utilisation de la plateforme. Je vous laisse lire les chiffres, je ne vais pas les renommer, mais c'est exponentiel. Alors, vous allez me dire, le Luxembourg n'étant pas le plus gros pays du monde, ça crée un peu de volume artificiel sur les pourcentages, mais il n'empêche que ça montre bien qu'il y a un changement du comportement des consommateurs. Ça veut dire que ce besoin aussi de pouvoir partager le catalogue, quelle que soit la dimension de la marque ou du vendeur, est important. Et surtout, ça crée des nouveaux points de contact qui ne sont pas forcément les marketplaces classiques comme Amazon, Cdiscount ou La Redoute, ou même les Galeries Lafayette, mais qui sont des plateformes qui jouent sur la proximité et qui vont devenir des médias pour les marques dans l'année qui arrive. Johan parlait de… Oui, on avait pris un exemple aussi avec la ville de Rennes et Local. Donc ça qui s'est lancé, je crois, au premier confinement, si je ne dis pas de bêtises, mais c'était en tout cas un regroupement des commerces de Rennes au travers d'une plateforme locale Rennes. D'autres villes se sont lancées avec la même démarche depuis. Et l'idée, c'est de pouvoir regrouper en fait les commerçants de la ville et de leur permettre via cette plateforme, aux consommateurs via cette plateforme, finalement d'acheter dans les différentes boutiques, donc que ce soit le produit frais, l'épicerie fine, le vin, le livre, la mode ou la beauté qui se développe aussi. Et après, de mutualiser la logistique pour vous livrer chez vous les produits, mais qui viennent des magasins de votre centre-ville. Vous passez votre commande avant 10h30, vous êtes livré dans l'après-midi. Le click and collect également. Mais bon, en période de confinement, le fait d'apporter la logistique était assez intéressant aussi en partant du commerce de proximité pour répondre à cette promesse. Donc, en tout cas, moi, c'est un axe qui m'a interpellé. Donc, comment faire que demain, les marques puissent plus rapidement permettre, si elles ont des réseaux de franchisés, à embarquer ce type de plateforme
ou permettre aux commerçants qui revendent les produits d'avoir directement leur catalogue dans ces places de marché pour que le magasin devienne un canal de vente en passant par ces marketplaces locales. Et quand on pense que 74% des consommateurs veulent acheter des produits plus locaux, c'est aussi en allant dans les commerces de leur ville qui répondent à cette ambition. Donc c'est intéressant de voir cette démarche. Donc charge à nous, Marc, de pouvoir mettre à disposition le catalogue aussi demain dans ces plateformes pour aider nos revendeurs ou nos commerçants locaux à développer des ventes. Et juste pour ceux qui connaissent un peu l'historique de Farfetch, en fait, c'est comme ça qu'ils ont démarré. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir les multimarques, des petites boutiques de multimarques pour leur proposer une présence en ligne. Et c'est comme ça qu'ils ont construit la marketplace. Et donc, autre exemple qu'on voulait vous donner, c'était l'importance de la seconde vie. Donc, le fait de pouvoir avoir un marché du reconditionné qui augmente plus vite que le marché du neuf, c'est un point assez marquant. Et alors, on a voulu prendre l'exemple de Back Market, mais on a d'autres plateformes telles que Vinted ou Vidressing qui sont un peu dans le même modèle, mais c'est intéressant de voir l'enjeu pour ces places de marché, c'est de pouvoir récupérer des produits aussi des distributeurs qui, eux, reprennent des produits usagés en vendant des produits neufs, mais de permettre de récupérer l'information produit, de pouvoir rapidement avoir de plus en plus de produits différents sur ces plateformes pour aider finalement à donner une seconde vie à ces produits qui répond à un enjeu éco-responsable des consommateurs et une attente. Donc, comment penser aussi demain à ce que nos informations de produits servent à donner une deuxième vie à nos produits si on est dans des environnements dans lesquels cela s'y prête, l'électronique, l'électroménager et ainsi de suite. Donc, un des points en tout cas à avoir dans vos stratégies. Donc, un essor en tout cas des marketplaces, mais aussi une évolution du magasin qui a pris une nouvelle ère. Alors, on est très en retard, donc on va essayer de compresser un peu le sujet. Rapidement, en janvier, et Johan peut en parler longtemps, notamment de son expérience à la NRF. On disait 2020, c'est le retour du magasin dans l'expérience client. Bon, le Covid est passé par là, donc on a des enjeux qui ont complètement shifté sur le rôle du magasin dans le parcours client et comment est-ce qu'on recrée une expérience client dans un contexte sanitaire compliqué. Nous, la conviction qu'on a, c'est que le digital doit permettre de faciliter cette expérience magasin qui est toujours nécessaire. Et dans les parcours d'achat, dans la description des parcours d'achat des clients, il y a toujours un moment où il y a besoin d'humain. Donc, le digital doit permettre de recentrer un peu ce rôle du magasin, de faciliter l'accueil des clients. Donc, toutes les phases amont, ça va être comment est-ce que je prépare ma visite, comment est-ce que j'ai les horaires d'affluence, comment est-ce que je connais les produits disponibles pour pas me déplacer pour rien, les infos de stock, la réservation, etc. Et le magasin, il doit réinventer son expérience à la fois dans le rapport au produit, parce que si je dois immobiliser mon produit pour passer une étape de désinfection avant de le remettre en rayon, on a besoin d'un peu aider le client avant qu'il manipule les produits à choisir. Il y a tout l'expérientiel où là, on a des contraintes très fortes. Donc, il faut revoir tous les protocoles, les espaces. L'encaissement, et notamment tous les formats d'encaissement sans contact sont forcément accélérés par le Covid. Et puis, on a aussi toute la partie agencement pour les retraits de colis, pour le click and collect, qui, à une époque, on mettait ça tout au fond du magasin pour être sûr que le client il ait au moins une vision rapide de l'assortiment pour accéder au point de collecte.
Ça, c'est pas forcément la disposition qu'on opterait aujourd'hui sur la conception d'une nouvelle surface. Johan, tu voulais nous parler d'Italie rapidement? Oui, je pense qu'il était intéressant de prendre un exemple, c'était de voir aussi alors est-ce que le shop entertainment est peut-être en train d'évoluer, mais en tout cas, l'exemple d'Italie, pour moi, est un très bon exemple de concept et d'expérience. Alors, pour ceux qui ont déjà visité, là, c'est les photos de la boutique à Paris, dans le Marais. Ils ont ouvert des boutiques dans les grandes villes dans le monde. Et donc, c'est une success story italienne qui est en fait l'épicerie, enfin tous les produits de la gastronomie italienne regroupés par Italy dans des magasins de grande superficie qui sont vraiment des lieux d'expérience. Et on a l'impression, quand on rentre dans le magasin, de faire un voyage en Italie, où on se promène dans les différentes régions, dans les différents types de cuisine. Et c'est assez impressionnant en termes d'expérience. Et c'est là où on retrouve finalement l'importance de pouvoir raconter l'histoire des produits, de quel producteur ça vient, de quelle région, avec toutes ces informations qui permettent un peu de rêver et de voyager quand on découvre le produit. Et donc là, il y a vraiment tout un parcours qu'on a quand on se promène dans les magasins qui est assez unique et donc qui pour moi une bonne illustration de l'expérience client autour d'un concept et qui aujourd'hui se décline aussi sur leur plateforme e-commerce. Parce que on n'a pas l'occasion tout le temps d'aller dans les magasins qui sont en centre-ville, mais de pouvoir aussi derrière continuer l'expérience en achetant en ligne et en recevant chez soi les différents produits. L'autre exemple qu'on voulait partager, c'était la composante conseil. Alors, ce qui a été marquant, en tout cas, on a pris l'exemple des grands magasins, et on voyait l'exemple conseil de Made.com en début de présentation. C'est de voir finalement là les vendeurs, vendeuses des grands magasins qui, pendant le confinement, faisaient des sessions de conseil en visio pour se promener dans les allées, aller chercher les vêtements qui vous correspondent, vous le montrer, discuter avec vous et vous aider à faire vos courses de Noël. Et donc, peut-être un sujet en tout cas de voir les vendeurs en magasin qui deviennent des digital sales en plus d'être des vendeurs en magasin. Puis voir aussi chez Voverk, ils avaient fait pas mal travailler leurs vendeurs pour pouvoir faire la vente de Thermomix et des différents produits en visio pendant le Covid pour continuer finalement leur modèle de vente. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment accompagner à faire cette évolution. Et moi, je dis toujours nous avons réinventé le téléshopping. Ouais. Justement, pour rebondir là-dessus, je pense que Mariné dans le chat nous a tendu la perche à croire que j'ai eu accès au contenu avant la présentation. Mais oui, en effet, le live streaming et le social commerce en plein essor. Alors avec Hélène, on avait envie d'en parler, mais là, il nous aurait fallu 1 heure et demie de webinaire pour pouvoir développer. Mais oui, le live shopping, alors l'exemple de Taobao, très répandu en Asie, mais on voit aussi le modèle évoluer avec des concepts aussi européens qui sont un petit peu aussi adaptés à notre culture, mais le fait de pouvoir faire de la vente en événementiel, du live shopping ou de développer sur Instagram avec les influenceurs est clairement un axe qui a été très accéléré cette année. On a pris aussi l'exemple de pouvoir avoir des micro-événements avec, là on est à Noël, l'exemple de Zadig et Voltaire avec le Gift Finder, vous cherchez pour lui, pour elle, un budget, un type de produit et vous allez avoir le look qui vous correspond. Donc voilà, en tout cas, un sujet à garder à l'esprit avec le social commerce. Et peut-être pour conclure sur les quelques minutes qui nous restent. Ouais, je préférais qu'on garde un tout petit peu de temps pour les questions, si on a le droit de déborder ou pas, je ne sais pas. Le premier point, c'est que la qualité et la cohérence des données, plus que jamais, elle est importante parce que en fait, les consommateurs le voient. C'était un peu le premier point qu'on cherchait à valider avec notre étude et ils le voient encore plus que ce qu'on imaginait. Les valeurs de marque, plus ça avance, plus c'est indispensable. Et
que vous soyez une marque qui crée des produits ou un distributeur, c'est vraiment un axe qui ne cesse d'accélérer. Un point quand même qu'on tient à rappeler, parce que tous les canaux ne sont pas les mêmes, et évidemment, il faut s'adapter aux canaux et il faut permettre de différencier les canaux en termes de positionnement, ne serait-ce que par rapport aux stratégies de distribution. Et derrière, c'est réinventer des expériences clients, alors que ce soit en magasin, que ce soit en ligne, que ce soit avec du live shopping, où on réinvente un peu le télé-shopping. Mais ça, aujourd'hui, c'est une attente des consommateurs, et notamment des plus jeunes qui sont, s'ils ne sont pas déjà vos clients, sont vos futurs clients, où pour eux, ça rentre fortement dans la décision d'achat plus que pour les autres. Voilà, et donc, peut-être la question qu'on avait envie de partager aussi en réponse à notre sondage du début de webinaire, c'est finalement, est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus, et si oui, sur quel pourcentage ou pour quel type d'informations de produits. La réponse qui nous a été donnée, c'est pour 50% d'entre eux, ils sont prêts à payer plus. Donc on était plutôt dans le vrai tous ensemble au début de ce webinaire. Et ce qui est ressorti, c'est à 38% pour des produits qui sont en lien avec leurs valeurs, 32% pour une expérience exceptionnelle et 27% pour une information complète sur le produit. Donc plus on va aller en ligne avec ces promesses, plus on va pouvoir du coup ne pas se battre que sur le prix, et toujours augmenter sa valeur sur les marques. Et donc, voilà, je pense pour conclure avec vous, c'est vraiment chez Akeneo, en tout cas, notre mission et notre passion pour vous aider à organiser votre information produit, à créer toujours plus d'informations utiles, de description, d'images et de contenu sur vos produits, et après les diffuser sur l'ensemble de vos canaux dans un temps toujours plus rapide. Et je pense qu'on a le plaisir de travailler avec Accenture, qui est un de nos plus grands partenaires aujourd'hui dans le monde, pour pouvoir accompagner à mettre en œuvre ces stratégies et vous aider à déployer ce type de programme. Ouais, et un point, alors, parce que le point auquel moi je tiens beaucoup sur les sujets catalogue produits, c'est qu'on a la vision un peu outil, on a la vision stratégie, un peu plus de com, mais ce sont des projets qui sont aussi très fortement des projets d'organisation, parfois de transformation de l'organisation, des problématiques de gouvernance dès qu'on a plus qu'une équipe qui contribue, et il y a toujours plus qu'une équipe qui contribue. Et ça, c'est vraiment un point qui est important, parce que on n'est pas que sur un outil, on n'est pas que sur des guidelines marketing. On est aussi sur une façon de travailler, une façon d'approcher la donnée produit en interne dans l'entreprise. Et comment est-ce que j'embarque toutes les parties prenantes de ma donnée pour qu'ils comprennent les enjeux, pour qu'ils comprennent l'impact de ce qu'ils font, qu'on parte des achats jusqu'au marketing opérationnel. Toute la chaîne doit contribuer et comprendre l'impact de ce qu'ils font, en fait. Hélène, peut-être on peut prendre 3-4 minutes pour les dernières questions des participants, si vous en avez. Moi, j'en ai une à laquelle on n'a pas répondu, que je vais juste reprendre. C'est: est-ce qu'il y a beaucoup de trafic sur les marketplaces de type local? Alors, pour l'instant, on a les chiffres du Luxembourg, c'est pour ça qu'on a pris cet exemple. Sur les marketplaces françaises qui sont pour beaucoup lancées cette année, on va attendre la fin d'année pour avoir les premiers chiffres, puisque beaucoup se sont lancés au premier confinement, et les chiffres ont augmenté lors du deuxième. Mais pas mal de villes sont en train de se lancer maintenant, car ce type d'usage peut s'inscrire dans la durée. Mais en tout cas, ouais, on pourra reprendre ces points-là. Je pense qu'on aura des chiffres en fin d'année, si vous voulez poursuivre l'échange après le webinaire. Après, je sais pas s'il y avait d'autres questions. On n'est pas vu d'autres. En fait, le dernier point, en fait, c'est pas une question, c'est l'enjeu du perfect fit pour les department stores, en fait.
Et effectivement, il y a aussi avec les marketplaces, avec le D2C, il y a aussi un peu un rebattage de cartes qui se fait progressivement sur l'équilibre entre les points de distribution. Et en particulier aujourd'hui à Paris, pour les department stores qui étaient des forts trafics de touristes. Si je prends les Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées, clairement, on est sur un positionnement qui est très particulier et qui du coup doit un peu chercher un souffle avec l'absence de touristes, probablement encore pendant quelques mois. En tout cas, si on regarde plusieurs projets chez Akino, on a géré aussi en Asie avec des acteurs de la région. C'était de voir une très grosse accélération des shopping centers, des department stores qui sont vraiment devenus des marketplaces digitales, mais en gardant aussi leur authenticité. Donc, si vous regardez des groupes en Asie comme Central Group, par exemple, ou David Jones, qui sont complètement transformés à l'occasion du Covid. Et voilà, c'est assez proche de ce qu'on voit arriver aujourd'hui chez les acteurs français. Il y a une dernière question sur les valeurs parfois intangibles dans les données produits. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'on a derrière intangible, mais pour moi, les valeurs de marque, c'est à la fois des choses qui se montrent, qui se démontrent, qui se factualisent, qui se racontent, et aussi qui transpirent assez naturellement quand elles sont sincères. C'est-à-dire que est-ce que toutes les enseignes qui ont pris ce virage-là sont parfaites? Peut-être pas, mais le consommateur, il le sait quand ce n'est que du marketing. On parle de greenwashing, on parle de pinkwashing. Déjà, y croire, déjà, ça fait que ça se transpire, et puis après, ça se raconte sur différents axes de ce qu'on a pu faire, de comment on a conçu un produit, de pourquoi on a fait des choix X ou Y. Et donc, c'est un peu des faisceaux d'indices, mais qui ont un impact pour le consommateur parce qu'il le voit bien quand il y a une honnêteté intellectuelle derrière un axe marketé. On a 6 minutes de retard. Une question. Merci à tous en tout cas. Et puis du coup, Farah, n'hésite pas à repartager le lien peut-être de l'étude pour ceux qui veulent télécharger l'ensemble des chiffres. On a pu donner qu'une partie des résultats, et j'espère que cette session en tout cas vous a donné de l'inspiration et conforté dans certaines croyances, en tout cas au travers des exemples qu'avec Hélène, on a eu le plaisir de vous partager. Merci à tous en tout cas.